ben, bienvenue, du coup, ravie de vous retrouver pour cette deuxième session de webinaire sur la loi Egalim. Donc, pour rappel, hein, c'est un webinaire qui se tient en 3 sessions. Donc, la première avait déjà été réalisée en septembre, donc le 23 septembre. Certains d'entre vous y ont déjà participé. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, je vous rassure, j'ai prévu de faire une petite synthèse justement sur ce qui a été vu lors de la première session. Et ça permettra, même à ceux qui ont participé, du coup, d'avoir un rappel. Et la troisième session se tiendra donc le jeudi 21 octobre. Voilà, donc c'est un webinaire qui est organisé par Ami2. Et pour ma part, donc, je suis Anaïs Gascon, consultante indépendante en solutions durables. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, à la première session, pour me présenter rapidement, en fait, mon travail consiste à conseiller et accompagner les structures de tous les secteurs dans leur transition écologique, donc à travers des missions d'audit, de conseil, voilà, d'accompagnement sur l'élaboration d'un plan d'action et sur sa mise en œuvre. Et puis, vous aider également sur la mise en place d'écolabels, voilà, pour tout type de structure, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, avant de commencer, je vais juste rappeler le sommaire général. Donc, lors de la première session, on avait évoqué la première mesure qui concerne les restaurants collectifs, donc qui porte sur les produits de qualité et durable. Aujourd'hui, on va aborder les mesures 2 et 3, du coup, sur l'information sur la composition des plats et les repas végétariens. Et lors de la troisième session qui se tiendra, comme je vous le disais, le jeudi 21 octobre, on abordera donc les mesures 4 et 5, donc, concernant la réduction des contenants plastiques et la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, aujourd'hui, on va passer rapidement, on va avoir, voilà, on va repasser sur ce qui a été vu lors de la première session. Et puis, on abordera directement les mesures numéro 2 et 3, donc avec toujours le même plan. Premièrement, un décryptage de la loi, ensuite des préconisations. Je vous donnerai également des ressources et des outils qui vont vous permettre de vous aider en fait sur l'application de la loi. Et enfin, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses et retour d'expérience. Voilà, donc sur la première session de webinaire, on avait vu déjà ce que voulait dire, d'où venait en fait le nom Egalim. Donc, ça vient des États généraux de l'alimentation qui ont été lancés en 2017. Et donc, d'où la loi Egalim qui a été promulguée ensuite en novembre 2018. Avec 3 objectifs principaux. Donc, premier objectif, payer le juste prix aux producteurs. Deuxième objectif, renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Et pour le troisième, favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Et ce qu'on avait vu également, c'est que au-delà de juste se conformer à la loi, il y a des enjeux climatiques aussi importants derrière ces sujets, puisque l'alimentation représente 1/4 de notre empreinte carbone. Et donc, voilà, ça représente une part très importante de notre impact sur la planète, d'où l'importance d'agir collectivement et individuellement. Et donc, c'est aussi ces enjeux qui sont de plus en plus importants, qui poussent les réglementations à être de plus en plus strictes. Voilà, on avait évoqué donc lors de cette première session la première mesure de la loi Egalim qui concerne les restaurants collectifs. Donc là, on avait une échéance au 1er janvier 2022 qui concerne donc tous les restaurants collectifs, sauf les restaurants administratifs des entreprises privées. Donc là, vous êtes tous concernés par cette mesure qui implique qu'au moins 50% de vos produits en valeur hors taxe d'achat en euros, donc ni en volume ni en poids, mais en valeur d'achat en euros, 50% des produits que vous servez, boissons et collations comprises, doivent être de qualité et durable. Et la loi entend par de qualité et durable, donc 20% au moins de produits bio sur ces 50%. Et pour le reste, donc environ 30%, des produits qui comportent d'autres labels, donc AOC, AOP, IGP. Vous avez également le label HVE comme haute valeur environnementale, label rouge, spécialité traditionnelle garantie, pêche durable
Ils peuvent également porter la mention fermier. Jusqu'au 31 décembre 2029 sont acceptés aussi les produits issus d'une certification environnementale de niveau 2. Ils peuvent porter également le logo région ultra-périphérique ou sont acceptés également les produits dits équivalents. Donc voilà, tout était un petit peu synthétisé sur ce schéma. Donc là, vous avez les 50% de vos produits qui doivent être durables et de qualité, 50% en valeur d'achat en euros, dont 20% doivent porter un label bio. Et la différence, du coup, environ 30% pour arriver aux 50%, doivent porter ces logos-ci. Donc AOC, AOP, celui-ci, indication géographique protégée, label rouge, haute valeur environnementale, le logo spécialité traditionnelle garantie, label pêche durable, et ce label-ci, c'est le label région ultra-périphérique, et enfin, pêche durable. Voilà, donc les préconisations que j'avais données, c'était tout d'abord de dresser votre liste de fournisseurs avec l'aide d'Ami2. Donc, je vous avais donné justement le lien vers leur catalogue de fournisseurs qui sont tous déjà conformes à la loi Egalim. Donc, voilà, ça vous permet de vous faciliter la tâche. Deuxième préconisation, c'était de tenir un tableau d'approvisionnement. Donc, pareil, je vous avais donné justement le lien pour télécharger ce tableau qui est déjà pré-rempli et mettre en place une politique d'achat durable. Voilà. Et enfin, appliquer une gestion mutualisée des approvisionnements. Alors ça, c'est pour pallier justement, pour pallier le surcoût éventuel dû à l'achat de produits bio ou de produits labellisés. Donc voilà, de mutualiser en fait vos approvisionnements, ça permet tout simplement d'acheter en plus grande quantité pour différentes structures autour de vous et donc de réduire les coûts liés à la livraison. Et en plus, c'est meilleur pour la planète, du coup, puisqu'il y a moins de camions en circulation. Voilà, et on arrive donc au sujet de notre deuxième session. Donc, on commence avec la deuxième mesure qui vous concerne, donc sur l'affichage et l'information sur la provenance et la composition des plats. Donc là, on a une échéance au 1er janvier 2020. Donc, vous voyez que l'échéance, du coup, est déjà passée. Ça veut dire que, normalement, c'est une mesure qui est déjà appliquée dans vos restaurants. Donc là, ça concerne aussi tous les restaurants collectifs, sauf les restaurants administratifs des entreprises privées. Donc, normalement, ça vous concerne tous. Et alors, la loi implique que, justement, dès le 1er janvier 2020, les usagers de vos restaurants doivent être informés au moins une fois par an, par voie d'affichage et de communication électronique, de la part des produits de qualité et durables entrant dans la composition des repas servis. Et deuxièmement, ils doivent être informés également des démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce équitable. Donc, sur cette mesure, il y a deux choses. Premièrement, informer sur la part des produits de qualité et durables. Et deuxièmement, les informer et communiquer aussi sur les démarches pour favoriser le commerce équitable. Et ici, donc, il donne une précision qui concerne, pour cette précision, seulement les restaurants collectifs scolaires, universitaires et les crèches. Donc ici, les EHPAD, du coup, ne sont pas concernés. Mais voilà, pour tous les restaurants collectifs scolaires, universitaires et les crèches, les gestionnaires sont tenus d'informer et de consulter régulièrement dans vos établissements et par tout moyen utile les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. Donc, qu'est-ce qu'on entend par respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle? Hop, eh bien, c'est indiqué juste après. Donc là, du coup, la loi vous donne 3 exigences qui sont basées sur 20 repas successifs. Donc, première exigence, veiller à la diversité de la structure du repas et garantir une variété suffisante pour favoriser les apports en fibres et en fer. Deuxième exigence, limiter la fréquence des plats trop gras et trop sucrés. Et la troisième, favoriser l'emploi de produits de saison. Et donc, sur les 3 préconisations que je vous propose, que je vais survoler rapidement et puis ensuite, on reviendra plus en détail sur chacune des 3 préconisations.
La première, donc, tenir un tableau de calcul de la part des produits durables et de qualité qui sont servis dans l'année. Mettre en place un affichage dans votre restaurant et ou sur le site internet, si vous en avez. Et enfin, se servir du guide de référence, le fameux GEM RCN que vous connaissez, et demander les conseils d'un ou d'une diététicienne nutritionniste pour vous aider dans la composition des menus. Au niveau de la première préconisation, donc tenir un tableau de calcul de la part des produits durables et de qualité qui sont servis dans l'année. Tout simplement, en fait, pour pouvoir informer vos usagers sur la part des produits durables et de qualité qui leur sont servis, il faut tout d'abord pouvoir les calculer. Donc, d'où l'importance, voilà, de télécharger le tableau Excel avec ici via le lien que je vous ai donné. Donc, vous avez un tableau, je vous ai donné voilà, un aperçu juste ici, un tableau qui est déjà pré-rempli en fait, avec voilà, pour tous les mois de l'année, vous allez pouvoir remplir en fait tout simplement voilà, le coût pour chaque label. Voilà, donc pour le label bio, le label rouge et les autres labels. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un aperçu et de pouvoir communiquer ensuite plus facilement sur la part des produits labellisés qui sont servis dans vos restaurants. Hop, donc vous pouvez le trouver ici sur ce site macantine.beta.gouv.fr. On vous enverra également le support à la fin de la session. Donc voilà, vous pourrez retrouver ici tous ces liens, ce n'est pas la peine de les noter. Donc, la deuxième préconisation, c'est de mettre en place un affichage dans votre restaurant et ou sur votre site internet. Ici, pareil, grâce à ce site cantine.gouv.fr, vous pouvez télécharger un modèle d'affiche pour vos cantines. Donc, on parle de cantine, mais pour les EHPAD, ça fonctionne aussi. Là, j'avais réalisé un modèle donc, à titre d'exemple, avec des données prises un petit peu au hasard. Donc là, vous pouvez voir par exemple que sur cette cantine, voilà, nous servons par exemple 400 repas par jour et nous déclarons avoir servi en valeur d'achat, donc ici 20% de produits bio pour se conformer à la mesure, 33% de produits de qualité et durable, donc dans ces 33%, ce sont des produits qui comportent ces labels. Voilà, donc ici, on a en tout plus de 50% du coup qui sont des produits dits de qualité et durables. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser ce modèle ou de réaliser un affichage avec votre propre charte graphique. Et concernant la troisième préconisation, qui est de se servir du guide de référence, le fameux GEM RCN. Donc, le GEM RCN, c'est le groupe d'études des marchés de restauration collective et nutrition. Comme vous le savez, c'est un guide qui vous permet d'obtenir des recommandations qui sont adaptées aux différentes populations. Donc, autant pour les nouveau-nés, les nourrissons, que pour les enfants, adolescents, pour les adultes et également des recommandations adaptées pour les seniors, pour les personnes âgées. Donc, ces recommandations vous sont données dans le but de vous aider en fait dans l'élaboration de vos repas pour augmenter auprès de vos usagers les apports en vitamines, pour rééquilibrer la consommation de graisse, diminuer la consommation de sucre et augmenter les apports en fer et en calcium. Voilà, donc pareil, je vous ai mis juste en bas le lien pour télécharger ce guide. Et enfin, je vous invite à vous rapprocher d'un ou d'une diététicienne nutritionniste pour la mise en application de ce fameux GEM RCN. Il ou elle va pouvoir vous aider aussi dans l'élaboration d'un plan alimentaire et vous proposer des menus spécifiques, voilà, pour vous faire gagner du temps justement sur l'élaboration de menus. Pour cette partie, je vous invite à vous rapprocher d'amis d'eux aussi parce qu'ils vont pouvoir vous orienter justement sur des diététiciens nutritionnistes à contacter. Hop. Et avant d'entamer du coup la mesure numéro 3,
Je voulais voir déjà si vous aviez des questions, s'il y a des choses qui sont peut-être pas claires sur cette deuxième mesure. Alors, vous pouvez soit activer votre micro, soit poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà appliqué, si vous avez des remarques à nous faire part déjà pour cette deuxième partie, cette deuxième mesure qui concerne l'information et la communication auprès de vos usagers. Hop. Alors, je vais parcourir du coup les premières questions qui avaient été évoquées. C'est quoi les régions ultra-périphériques? Alors, bonne question. Ça fait partie des labels qui sont nécessaires justement pour se conformer à cette deuxième mesure. Enfin, un des labels qui est possible. Je vais noter cette question et puis je vous répondrai d'ici, dans les meilleurs délais, d'ici le prochain webinaire, peut-être sur ce que veut dire exactement ce label de région ultra-périphérique. Pour les autres questions. Alors, j'avais posé la question sur la manière de concilier la norme GEM-RCN qui sert de base pour passer des marchés de restauration et les modifications de composantes des menus. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, du coup. Comment se matérialise l'incitation à la consommation de produits locaux dans la loi? Alors, le GEM-RCN a-t-il été actualisé? Alors, je crois que la dernière version date de 2015, à ce que j'avais vu sur le guide, le dernier guide que j'ai téléchargé. Concernant la première question, donc la manière de concilier la norme GEM-RCN et les modifications de composantes des menus. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être préciser votre question ou si vous pouvez prendre la parole directement. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais voilà, par rapport aux personnes âgées, en fait, le but, c'est bien sûr d'adapter les menus aux différentes populations. Donc oui, favoriser les protéines végétales, mais si pour les personnes âgées, il est recommandé de favoriser les protéines animales, du coup, voilà, le plus important, c'est de vous adapter vraiment au type de population en fait que vous avez, que vous servez. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que les fournisseurs référencés AMI 2 pourraient nous fournir les pourcentages de produits bio et durables livrés? Donc ça, ce sera à voir du coup avec eux. Voilà, ils peuvent vous fournir en tout cas un catalogue de fournisseurs qui sont conformes aux mesures EGalim. Donc après, pour les pourcentages, voilà, il faudra voir avec eux plus en détail. Oui, donc c'était ça pour la question sur les GEM-RCN. Il y a contradiction entre les recommandations GEM-RCN et favoriser les protéines animales. Oui, donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, après, ce sera justement le métier du diététicien de vous conseiller sur ce sujet. Mais voilà, le but, c'est vraiment de vous adapter au type de personnes en fait, que vous servez. Donc, si le GEM-RCN vous conseille de favoriser les protéines animales pour les personnes âgées, eh bien, voilà, je vous conseille de suivre du coup cette préconisation. Hop, donc s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la troisième mesure. De toute façon, on pourra revenir du coup dessus à la fin de ce webinaire. Hop, donc je vais revenir sur mon écran.
Alors, ici, la troisième mesure de la loi Egalim qui concerne les restaurants collectifs, donc concerne la diversification de protéines et les repas végétariens. Donc, avec une échéance, là encore, au 30 octobre 2018. Donc, c'est une échéance qui est déjà passée, elle aussi. Elle concerne donc tous les restaurants collectifs, sauf les restaurants administratifs des entreprises privées, toujours. Mais une condition particulière, il faut que vous serviez plus de 200 couverts par jour pour être concerné par cette mesure. Et donc, le cadre de la loi implique que les gestionnaires de ces restaurants doivent présenter à leur structure dirigeante un plan pluriannuel. Donc, on entend par plan pluriannuel voilà, un genre de plan d'action sur plusieurs années, de diversification des protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. Voilà, donc l'idée, c'est pas de forcer vos usagers à devenir totalement végétariens, mais de proposer des alternatives aux protéines animales, voilà, en variant un petit peu le type de protéines et en proposant de temps en temps des protéines végétales. Et à titre expérimental, donc depuis novembre 2019, pour une durée de 2 ans, les gestionnaires sont tenus de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien. Donc là, ça concerne les restaurants collectifs scolaires. Voilà, donc là encore, les EHPAD ne sont pas concernés par cette précision ici. Et donc, sur une durée de 2 ans. Donc, on est en octobre 2021. Donc, cette expérience arrive bientôt à sa fin. Mais voilà, donc on vous demande au moins une fois par semaine de proposer un menu végétarien dans vos cantines. Et donc, la définition du menu végétarien, vous l'avez, mais juste pour rappel, donc c'est un repas sans viande ni poisson, ni crustacés, ni fruits de mer, et avec des alternatives qui vous sont proposées, comme du coup les légumineuses, les lentilles, pois chiches, haricots, associés à des céréales comme le blé, le riz, le boulgour. Et également, bien sûr, sont acceptés les œufs et les produits laitiers dans la définition de ce qu'est les produits végétariens, de ce que sont les produits végétariens. Hop. Et en plus de ça, comme si c'était pas déjà suffisant, vous avez les mêmes exigences en fait qu'on a vues tout à l'heure qui s'appliquent. Donc, en plus de proposer des repas des alternatives aux protéines animales et de proposer un repas végétarien par semaine, on vous demande à ce que vos repas soient également conformes à ces 3 exigences. Donc, veiller à la diversité de la structure du repas et garantir une variété suffisante pour favoriser les apports en fibres et en fer, limiter la fréquence des plats trop gras et trop sucrés, favoriser l'emploi de produits de saison. Donc, c'est les trois mêmes exigences qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà, ce graphique donc, qui nous vient du site internet Bon Pote. Alors, ne vous fiez pas aux apparences, c'est un site qui est fiable. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, à le consulter régulièrement pour tous les sujets qui concernent le développement durable. Donc, ce site nous donne en fait un graphique qui nous permet de voir rapidement les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux différents types de protéines. Donc là, par exemple, pour 100 grammes de protéines issues du bœuf, on voit que ça émet environ 50 kilos équivalent CO2, donc environ 50 kilos. Voilà, donc ça émet en fait plus de gaz à effet de serre que, par exemple, les légumineuses, les protéines issues de légumineuses qui vont, elles, produire moins de 1 kg équivalent CO2. Donc voilà, on voit que les protéines animales ici émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que les protéines végétales. Donc d'où l'idée justement de cette mesure.
Et donc, les 3 préconisations proposées ici, ça va être premièrement de sensibiliser vos clients, vos usagers sur les bienfaits des repas végétariens. Donc, je vous donnerai des petits outils, des petites astuces juste après. Deuxième préconisation, tester des recettes en remplaçant la viande ou le poisson par un ingrédient végétal. Donc, des recettes, voilà, si vous savez que des recettes sont déjà appréciées des enfants pour les cantines ou de vos usagers, vous pouvez tout simplement choisir de remplacer la viande dans ces recettes par un ingrédient végétal comme les falafels, les galettes de légumineuses pour remplacer par exemple le steak haché ou autre. Et faire élire à vos usagers une recette végétarienne à tester. Donc, ça permet de les impliquer, en fait, de les faire participer un petit peu. Et donc, vous aurez du coup moins de réticence puisque potentiellement, c'est eux qui auront choisi la recette à tester. Et troisième préconisation, je vous propose de lancer des journées à thème. Voilà, au lieu d'annoncer, par exemple, un jour par semaine, on vous sert un plat végétarien, vous pouvez tout simplement annoncer un jour par semaine, on vous propose une recette sur le thème cuisine du monde, donc avec un pays différent peut-être à chaque fois ou une recette différente. Et là, vous savez que, par exemple, dans la cuisine du monde, vous pouvez tout à fait choisir de proposer, cette semaine, ça va être une recette indienne, par exemple, sur un jour dans la semaine. Et donc, vous savez que dans la cuisine indienne, voilà, il y a beaucoup de recettes végétariennes. Donc, ça peut être une petite astuce, en fait, pour juste éviter, en fait, les polémiques autour du végétarisme. Hop. Et donc, pour vous aider aussi dans la communication auprès de vos convives sur les repas végétariens, je vous ai donné ici 6 arguments en faveur des repas végétariens. Donc, je le dis et je me répéterai, hein, mais l'idée, encore une fois, c'est pas de les forcer à devenir végétariens. C'est pas on leur demande pas de devenir végétariens, mais simplement de les sensibiliser sur aussi les bienfaits de varier les types de protéines et de réduire un petit peu sa consommation de viande. Donc, au niveau de ces 6 arguments, alors oui, les protéines végétales ou le repas végétarien peut être meilleur pour la planète puisque l'élevage prend une grande responsabilité sur la déforestation, notamment. C'est une des principales causes de déforestation due à l'élevage et à toutes les ressources, la quantité de céréales qu'il faut pour nourrir les animaux. Ça a également un impact sur la biodiversité, notamment quand on parle de surpêche, par exemple, pour pouvoir produire des saumons ou du thon en grande quantité. Oui, les repas végétariens sont aussi meilleurs pour la santé puisque ça a été prouvé que réduire sa consommation de viande permet aussi de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. C'est meilleur également pour l'égalité puisque il y a des personnes qui n'ont pas accès à des repas équilibrés chez eux. Et donc, de pouvoir y avoir accès dans vos cantines ou dans vos EHPAD, ça permet tout simplement de leur permettre d'accéder à ces repas et à cette cuisine un petit peu plus variée. Quatrième argument, donc oui, proposer des repas végétariens une fois par semaine, c'est aussi meilleur pour le budget puisque les repas végétariens sont en général moins chers que les repas qui sont à base de viande. Et donc, c'est meilleur également pour l'économie locale puisque les économies qui sont réalisées sont en général réinvesties dans des filières de qualité et plus locales. Et enfin, c'est meilleur pour la société puisque plus de 6 personnes sur 10 aujourd'hui déclarent être prêtes à réduire leur consommation de viande pour aller vers plus de qualité et de variété dans leurs repas. Voilà, donc ça, c'était un schéma tout simplement pour vous montrer qui a été réalisé par WWF. Et c'est simplement pour vous montrer que par rapport à un panier traditionnel ici, donc avec des produits carnés, le panier végétarien que vous voyez ici en vert
donc émet moins de gaz à effet de serre, puisque là, voilà, on calcule en fait en kilos équivalent CO2 émis. Donc ici, un repas végétarien va produire moins de gaz à effet de serre qu'un repas traditionnel. Et pareil, au niveau du budget, un repas végétarien ici, en moyenne, coûte moins cher qu'un repas traditionnel avec des produits carnés. Voilà, et puisque, excusez-moi pour cette toux, et puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, cette mesure, en fait, ça fait partie d'une expérimentation justement de proposer un repas par semaine végétarien. Donc, comme on arrive à la fin de cette expérimentation, il y a un rapport qui a déjà été réalisé justement pour évaluer un petit peu quels ont été les freins, les leviers de cette mesure et quelles sont leurs recommandations en fait par rapport à cette mesure qui est justement de vous imposer, d'imposer dans vos restaurants un repas végétarien par semaine. Donc, au niveau des freins, ils ont remarqué des réticences au niveau de l'opinion publique. C'est ce qui avait été évoqué aussi lors de la première session de webinaire quand on avait abordé ce sujet des repas végétariens. Manque de formation du personnel et un gaspillage important dans certaines structures au début de l'expérimentation, puisque voilà, ce sont des recettes nouvelles. Donc voilà, au début, ce sont des saveurs un petit peu nouvelles auxquelles il faut s'habituer tout simplement. Au niveau des leviers, donc, a été remarquée une adhésion croissante quand même de la part de l'opinion publique, puisqu'aujourd'hui, près de 30% des Français se disent flexitariens. Donc, flexitariens, pour rappel, c'est contrairement aux végétariens, les flexitariens mangent de la viande, mais en réduisant leur quantité de viande. Ils mangent voilà, environ une fois, enfin un repas à base de viande par semaine au lieu d'un repas par jour. Et voilà, les leviers également qui ont permis d'obtenir un succès sur cette expérimentation, c'était grâce aux recettes et aux guides qui ont été mis à disposition. Donc, grâce à l'ADEME notamment et voilà, au livret de recettes que le gouvernement a pu mettre en place pour vous aider dans l'élaboration de nouveaux menus. Et l'implication du personnel aussi qui a été importante durant ces 2 années. Donc, les recommandations, c'est toujours bien sûr d'appuyer sur la pédagogie auprès des élèves, des parents et du personnel, de renforcer également la formation et la revalorisation des chefs de cuisine. Donc voilà, ils ont estimé que c'était important aussi notamment d'inclure, d'intégrer un peu plus les chefs de cuisine dans les prises de décision, notamment sur l'élaboration des menus, etc. Et de faciliter également l'approvisionnement en produits végétaux de qualité. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce rapport dans le lien donné juste ici. Et enfin, donc voilà pour les ressources. Vous allez trouver sur ce lien le cadre du plan pluriannuel dont je vous parlais donc au début de cette session. C'est voilà, le type plan d'action, en fait, plan pluriannuel. Ensuite, les 6 bonnes raisons de proposer des repas végétariens à la cantine que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, que vous pourrez retrouver ici plus en détail et que vous pourrez également afficher dans votre restaurant pour sensibiliser vos usagers. Le guide de la mise en œuvre du menu végétarien et le livre de recettes qui sont accessibles sur ce site. Et enfin, je vous propose également de retrouver une petite infographie sur comment manger mieux sans dépenser plus. Voilà, que vous allez pouvoir trouver également sur ce site. Hop, et oui, alors je voulais retrouver simplement... je voulais vous montrer une vidéo en fait d'une cantine qui a appliqué, elle, 2 repas végétariens par semaine. Hop. Donc simplement pour vous montrer
un petit retour d'expérience, une vidéo de 2 minutes avant de passer peut-être à vos questions, réponses et remarques. Donc, hop, il faut que je retrouve l'onglet. Hop. Voilà donc pour cette cantine de Lille. Selon une étude récente, près de 70% des écoliers consomment trop de viande à la cantine par rapport aux recommandations scientifiques. Seule une ville sur 10 propose au moins une fois par semaine des repas végétariens à la cantine. Depuis le mois de juin, Lille est la seule à en proposer 2 fois par semaine. Bon appétit. Merci. Dans les assiettes d'un jury exigeant ce midi, céleri, perles de blé, sauce minestrone et tarte aux pommes. Verdict à la dégustation, le menu divise. J'aime bien tout ça, j'aime bien les légumes et aussi la semoule. Que l'entrée, j'aimais pas trop, il y a un goût de rien. C'était délicieux. Là, j'ai mangé la moitié de mon assiette. Moi, je trouve que c'est bien parce que si ça aide à protéger la planète, j'aime bien. Ces repas sont élaborés ici, à la cuisine centrale de Lille, 3 jours à l'avance. 14 000 entrées, plats et desserts sortent chaque jour de ces fours et ces marmites. Pour concocter ces repas végétariens, les cuisiniers ont dû se replonger dans les livres de recettes pour adapter les plats aux enfants. J'ai fait 4 ans. Dans mon image de cuisinier, les repas végans, c'est pas mon idéal. Et si on travaille le produit un peu comme de la viande, en fait, à l'arrivée, on a un produit qui ressemble à un plat qui ressemble à une carbonade flamande sans viande. On sait faire des choses comme ça. Travailler les protéines, la viande en moins, l'assurance aussi de faire des économies, jusqu'à 30 centimes en moins qu'un repas classique. Moins cher mais tout aussi nourrissant, l'équilibre nutritionnel des plats est conservé. C'est clairement très bon pour la santé, puisque on n'est pas finalement programmé, nous, pour manger de la viande toute notre vie, en tout cas à 100%. À la sortie des classes, ce nouveau repas végétarien n'inquiète pas vraiment les parents d'élèves, plutôt séduits. C'est logique que les enfants mangent un peu plus de légumes. À la maison, on mange assez de viande comme ça. C'est une bonne habitude pour les enfants, oui, ils apprennent à manger sain. Avec en plus 30% de produits locaux et 20% de bio, un premier pas pour redécouvrir le bien manger à la cantine. Hop. Voilà, donc par rapport à cette vidéo, du coup, et par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment, je vous invite à nous indiquer dans le chat ou à prendre la parole si vous avez des remarques à faire, si vous voulez nous partager un petit peu justement, vous, votre retour d'expérience sur ces mesures. Alors, si je reprends les questions qui ont été posées précédemment dans le chat. Alors, Egalim ne s'applique qu'aux restaurants qui servent plus de 200 couverts par jour. Alors non, Egalim s'applique sur tous les restaurants collectifs. Les 2 mesures que j'ai évoquées tout à l'heure s'appliquent sur les restaurants collectifs, que ce soit les cantines scolaires, universitaires, les crèches ou les EHPAD. La seule mesure qui concerne les restaurants qui servent plus de 200 couverts par jour, c'est la mesure sur les repas végétariens. Voilà, sur la diversification des protéines et les repas végétariens. Donc voilà, c'est la seule mesure qui concerne, du coup, ici, seulement les restaurants collectifs qui servent plus de 200 couverts par jour. Et la deuxième mesure qui a été évoquée juste avant, donc sur l'information et la communication auprès des convives, celle-ci concerne du coup tous les restaurants collectifs. Étant dans une structure MARPA pour personnes âgées servant jusqu'à 30 couverts, nous ne sommes pas concernés pour cette application Egalim. Alors, vous n'êtes pas concernés, oui, comme je vous le disais, pour la troisième mesure
EGalim qui concerne la diversification des protéines et les repas végétariens une fois par semaine. Même si voilà, cette réglementation justement risque d'évoluer. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'en prendre connaissance et de voir un petit peu si voilà, cette mesure pourrait s'appliquer aussi dans votre structure. Alors, Cuisine Authentique nous dit « Meilleur budget quand un croque-fromage est à 9 € le kilo contre un sauté de porc à 4,20 € le kilo, nous ne sommes pas d'accord. » Alors oui, effectivement, c'est une moyenne concernant le budget. Donc, bien sûr, vous allez forcément trouver des produits végétaux qui sont moins chers que certains produits à base de protéines animales. Voilà, il faut vraiment le prendre comme une moyenne et donc il faut le prendre avec des pincettes sur cette information. Mais en moyenne, voilà, ça a été reconnu que les produits les produits à base de végétaux sont en général un petit peu moins chers que les produits à base animale. En quoi les logos présentés favorisent-ils l'achat local ? Hop, alors sur le local, du coup, en fait, c'est pas forcément, ça rentre pas forcément dans les premières exigences de cette loi EGalim. Les exigences principales, elles sont portées plutôt sur les achats de produits durables et de qualité, comme je l'ai évoqué sur la première mesure. Donc, ça va porter sur l'achat de produits bio et des autres labels qui ont été évoqués. Voilà, l'achat de produits locaux, ça vient en fait dans une deuxième partie un peu plus secondaire. Donc voilà, l'importance, elle est vraiment mise sur ces achats de produits labellisés. Donc après, l'achat de produits locaux, elle est recommandée déjà pour réduire les coûts, bien que encore ce soit pas forcément le cas pour tous les produits que vous allez acheter. Voilà, c'est à favoriser pour une question de coût et d'éco-responsabilité tout simplement. Mais voilà, l'accent sur cette loi EGalim, elle est vraiment mise sur les produits qui portent les labels bio ou qui portent les autres labels évoqués précédemment. Que va-t-il se passer à partir du 1er novembre 2021 ? Eh bien justement, donc, on attend novembre 2021 pour avoir les dernières décisions sur ce qui va être mis en place. Donc, soit ils vont poursuivre l'expérimentation et décider de poursuivre en fait la mesure qui est de proposer un repas végétarien par semaine, soit ils vont décider de lever du coup cette exigence-là. Donc voilà, là il y avait un premier rapport justement effectué pour voir un petit peu quels avaient été les résultats de cette expérimentation. Mais voilà, il faut attendre novembre 2021 du coup pour avoir la décision finale. Ah, certains n'ont pas vu la vidéo. On ne l'a pas vue. Ah, d'accord. Alors, soit je vous la remets maintenant, je vais essayer de vous repartager l'écran. Soit je vous enverrai le lien de toute façon avec le support. Pouvez-vous nous parler des contrôles qui seront effectués et des pénalités en cas de non-respect de la loi ? Alors justement, ça c'est une bonne question puisque sur toute la documentation donc, qui porte sur cette loi EGalim, on ne parle pas forcément de contrôle et de pénalité. Donc ça, c'est une notion qui reste encore très floue sur cette loi EGalim. Et voilà, et c'est un petit peu ce qui est ressenti aussi par la plupart des personnes auprès desquelles je me suis renseignée justement sur cette loi EGalim. Donc voilà, c'est vraiment très flou au niveau des pénalités qui peuvent être encourues pour le non-respect en fait de cette loi EGalim. Voilà, je pense que là, comme la loi est encore récente, c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de pénalités, mais les pénalités vont peut-être venir par la suite. Voilà, il vous laisse aussi le temps de mettre en application toutes ces nouvelles mesures.
J'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Oui, voilà, donc on est une maison de retraite, un EHPAD de 92 résidents. J'ai vu un petit peu tout à l'heure votre graphique sur les vaches laitières et qui font partie quand même de fortes émissions à effet de serre. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est du fromage, du lait, qui est une consommation quand même quotidienne dans les EHPAD, quoi. Oui, alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu justement sur le graphique, mais le fromage et le lait aussi faisaient partie du graphique. Et ça reste quand même des protéines issues d'animaux. Et donc, voilà, il était indiqué que ces protéines, ces produits, du coup, produisent plus de gaz à effet de serre, par exemple, que les protéines issues de végétaux. D'accord, parce que bon, pour faire du local à Marseille, c'est un peu compliqué, on n'a pas trop de vaches, quoi. Donc voilà, donc du coup, voilà, le fromage, ça va quand même être un problème et le lait aussi, hein. Oui, voilà, c'est pour ça que sur le local, je pense que c'était une précision un petit peu secondaire, une exigence un petit peu secondaire sur cette loi. Voilà, ils ont privilégié plutôt de vous faire aller sur des filières de qualité et durable, parce qu'ils savent aussi que dans certaines régions ou dans certaines zones, il est plus compliqué de s'approvisionner en produits locaux. D'accord. Bon, merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas de questions et si vous êtes d'accord, je peux peut-être vous faire repasser la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être faire des remarques sur cette... Moi, j'ai encore une question sur l'aide qu'Ami 2 pourra nous amener. Est-ce qu'à terme, il est prévu que sur leur facture, ils fassent la différence entre les produits d'appellation contrôlée, les produits bio et les produits autres? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire comme par différence? C'est-à-dire que sur une même facture, ils scindent les trois grandes familles, c'est-à-dire la famille bio, la famille produits certifiés et la famille hors Egalim. C'est pour nous permettre de nous simplifier effectivement par la suite le remplissage du tableau. D'accord. Alors, du coup, je ne pourrais pas répondre pour Ami 2 puisque, là, de toute façon, on leur transmettra votre question. Et oui, je pense que ce serait peut-être une bonne recommandation à apporter, oui. Parce que ça simplifierait la vie à tout le monde et il faudrait que l'ensemble des fournisseurs s'engagent. Oui, voilà. Après, la plupart leurs fournisseurs, en tout cas, le catalogue de fournisseurs qui vous mettent à disposition, leurs fournisseurs sont déjà conformes à Egalim, donc ils vous proposent des fournisseurs qui vous proposent d'ores et déjà clairement en fait des produits voilà avec le label bio ou des labels AOP, AOC, etc. Donc après oui vous pouvez voir avec eux s'il est possible d'avoir directement plus clairement en fait comment dire différenciation entre les différentes. Oui. Voilà, d'avoir une liste clairement de produits par label. Donc, comme on avait évoqué tout ce qui était le sujet des repas végétariens aussi lors de la première session, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans vos cantines ou dans vos EHPAD? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur la façon dont ça a été pris? Est-ce que vous avez remarqué une augmentation du gaspillage dans les assiettes? Est-ce que ça a été plutôt pris favorablement? Est-ce que vous avez eu des réticences? Quels sont les principaux freins aussi pour vos structures sur cette mesure-là? Est-ce que c'est plutôt la formation du personnel ou les réticences de vos usagers? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir du coup. En tout cas, j'espère que les préconisations que je vous ai données vont pouvoir vous aider. Voilà, le guide aussi rappelait que
sur l'expérimentation qui a été faite donc, depuis novembre 2019, en fait, les meilleures astuces pour sensibiliser et pour faire passer un petit peu ces repas végétariens, c'était, comme je l'ai évoqué aussi, de garder des recettes qui sont déjà appréciées. Donc, par exemple, là, ils estimaient que les recettes les plus appréciées des enfants, alors là, on parle de la population, du coup, dans les cantines scolaires, hein, on parle plus des enfants. Les plats qui sont les plus appréciés, ce sont les lasagnes végétariennes, le chili sin carne, donc chili con carne mais sans viande, ou les couscous végétariens. Voilà, ça fait partie des recettes qui sont souvent les plus appréciées par les enfants et donc là où il y a le moins de gaspillage. La réticence vient principalement des résidents, cela n'est pas forcément dans leurs habitudes alimentaires, nous indique Madame Pied-Noir. Et oui, c'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal, qu'il a été remarqué un gaspillage important au début de l'expérimentation. Donc, c'est une habitude, oui, à prendre. Après, c'est un repas végétarien par semaine, encore une fois. Hein, il ne s'agit pas de changer tous vos menus. Donc, voilà. Mais peut-être qu'avec des petites astuces comme, justement, garder des plats comme les lasagnes en remplaçant, en substituant juste la viande par des composants plus végétaux, peut-être que ça peut permettre du coup de faire passer la pilule. Ou peut-être que d'évoquer une recette, au lieu d'évoquer une recette végétarienne, comme je vous l'indiquais également dans les préconisations, évoquer peut-être une recette cuisine, notre cuisine. Aujourd'hui, on vous propose une recette indienne ou une recette, je ne sais pas, mexicaine, une recette qui nous vient d'Argentine et qui est végétarienne, mais voilà, l'annoncer sous forme de cuisine du monde au lieu d'annoncer un repas végétarien. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, par exemple. Proposer des cuisines, des recettes un peu cuisine du monde, des recettes d'autres cultures. Nous avons essayé et ça n'a pas été concluant. Oui. Couscous, boulgour. Ah, c'est Cuisine Authentique là qui propose couscous boulgour. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par couscous boulgour? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé? Est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié? Alors, Madame Le Ridan nous dit « Non, pas encore. Les résidents sont assez frileux. La semoule ne passe pas du tout chez nous. » Ça marche. Donc après, oui, c'est bien sûr en fonction de vos résidents, comme disait Madame Pied-Noir aussi, forcément, il y a des choses qui ne vont pas passer. D'où l'importance aussi peut-être de les faire participer et de leur proposer justement d'élire ou de voter pour une recette végétarienne à tester. Peut-être qu'ils auront des propositions qu'ils pourront vous faire. Et donc, potentiellement, ça pourrait leur permettre de tester une recette végétarienne qu'ils auront choisie. Et donc, ça permettra peut-être d'écarter un petit peu les réticences. Nous avons proposé un couscous de légumes avec le boulgour pour la protéine, nous précise Cuisine Authentique. Ça marche. Et avec le boulgour pour la protéine. Oui, donc voilà, ça c'était effectivement une des recettes qui est reconnue comme une des plus appréciées par les convives. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous indiquer si cette recette a fait l'unanimité dans votre cantine. Et M. Robert nous indique « Nous avons une génération de résidents ruraux qui n'est pas forcément prête à cette transition. »
Oui, donc ça se comprend aussi, hein. C'est bien sûr en fonction aussi des différentes zones. Dans le rapport aussi, il avait été évoqué que les cantines en zone rurale, les cantines ou les restaurants collectifs en zone rurale ont plus de réticence justement reçoivent plus de réticence de la part de leurs résidents sur la mise en place de ces repas végétariens. Donc oui, ça dépend un petit peu de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Alors, c'est toujours une moyenne, bien sûr, mais voilà, d'où l'importance aussi, justement, de les informer, peut-être de les sensibiliser sur ces sujets, sur les bienfaits des repas végétariens qu'on a évoqués tout à l'heure. Cuisine authentique nous dit lasagne de légumes avec des lentilles pour la protéine, très bon retour, comme pour le couscous boulgour. Super, donc pour vous, apparemment, ça a été plutôt bien apprécié. Donc, tant mieux, voilà. Ce sont des recettes qui sont déjà appréciées des convives. Et donc voilà, de juste substituer la viande, comme on le disait, ça permet du coup de garder un bon retour général sur ces nouveaux plats. Donc, tant mieux. Je ne sais pas s'il y a d'autres retours. Peut-être vous pouvez activer votre micro pour nous faire un retour directement. Comme évoqué la semaine dernière, nous avons banni les steaks végétaux. Oui, alors, sur les steaks végétaux, c'est sûr que ce sont des produits en fait qui font pas forcément l'unanimité. Alors d'un côté, on favorise le végétal pour favoriser des repas peut-être plus sains, et d'un autre côté, on sait que voilà, les steaks végétaux achetés dans le commerce sont souvent des produits aussi transformés. Donc voilà. Sur la question de la qualité nutritionnelle des produits, du coup, il peut y avoir débat sur ces produits-là. Mais voilà, donc il y a toujours des exceptions sur toutes les règles. Mais en général, les produits issus de protéines végétales sont quand même permettent une plus grande variété et donc d'avoir des repas en général plus variés et avec plus de qualité nutritionnelle. Hop. Je n'ai pas pu assister au webinaire la semaine dernière. Est-il possible de m'envoyer votre présentation? Alors oui, bien sûr. De toute façon, Ami2 vous enverra le support de présentation et vous enverra normalement un lien pour accéder au replay de cette session. Donc, vous aurez le replay de la première session et de cette deuxième session si vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter du coup si vous ne l'avez pas reçu. Voilà. Comme je vois l'heure, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, du coup, on va pouvoir arriver au terme de cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté des outils pour la mise en œuvre de ces mesures qui concernent la restauration collective. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, n'hésitez pas aussi à les poser dans le questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra à la fin de cette présentation. Voilà, et je m'engagerai bien sûr à vous répondre dans les meilleurs délais, comme pour le logo sur la région ultra-périphérique. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette session de webinaire. Et du coup, je vous retrouve pour la 3e session le jeudi 21 octobre.